Vous connaissez la chanson, n'est-ce pas? Vous arrivez au bord de l'eau, tout est calme. Vous vous installez, vous lancez votre ligne et bim! Première touche en moins de 5 minutes. Puis une deuxième. Vous vous dites « c'est ma journée ». Et puis, plus rien. Le vide absolu. 15 minutes se sont écoulées et c'est comme si tous les poissons de l'étang s'étaient donné le mot pour déserter votre secteur. Ça vous parle? On a tous accusé le bruit, le voisin, le changement de temps. Et si je vous disais que la vraie raison est totalement contre-intuitive, que votre effort pour être le plus discret possible est peut-être justement ce qui fait fuir le poisson? Dans cette vidéo, on va démonter ce mystère de la panne de 15 minutes. Et je vous promets, ce que vous allez découvrir va probablement changer votre façon de vous comporter au bord de l'eau. Alors, la question que je vous pose d'entrée, selon vous, est-ce le bruit ou le silence qui fait peur aux poissons? Cette situation est tellement classique qu'elle en est devenue une sorte de fatalité pour beaucoup de pêcheurs. On l'accepte. On se dit, c'est normal, les premiers poissons sont les moins méfiants, après il faut attendre que les autres reviennent. On a développé des tas de théories, le bruit de l'installation, l'ombre de la canne, l'amorçage trop massif au début. Et on passe des heures à essayer de corriger ça. On marche sur la pointe des pieds, on chuchote, on réduit l'amorçage. On fait tout ce que les anciens nous ont appris pour être une ombre au bord de l'eau. Mais le résultat est souvent le même. Les touches s'arrêtent. Pourquoi? Parce qu'on se concentre sur les mauvais indices. On pense en tant qu'humain en se basant sur ce qui nous dérange, le bruit. Mais un poisson ne raisonne pas comme nous. Il ne perçoit pas le monde de la même manière. Comprendre ce qui se passe vraiment durant ce premier quart d'heure, c'est la clé pour transformer une session de pêche frustrante en une partie de pêche régulière et productive. Bloc 1. L'arrivée et l'euphorie. Imaginez la scène. Il est 7 heures du matin. Une légère brume flotte sur l'eau. Vous avez choisi votre poste la veille. Il a l'air parfait. Vous déballez votre matériel avec méthode. Le seau d'amorce, les cannes, le siège. Vous faites le moins de bruit possible. Vous êtes concentré. Premier lancer. L'attente. Le flotteur plonge violemment. Fait rage. Un beau gardon. Vous êtes content, votre stratégie semble payer. Vous relancez presque au même endroit. 5 minutes plus tard, rebelote. Une autre touche, un autre poisson. C'est ce moment magique, ce premier contact avec le poisson, qui nous donne la confiance pour le reste de la journée. On se sent efficace, on sent qu'on a bien lu le poste. C'est un sentiment que tout pêcheur recherche. C'est l'étincelle qui allume la passion. Malheureusement, c'est souvent une étincelle qui s'éteint bien trop vite. Bloc 2. Le début du silence. Le deuxième poisson est dans la bourriche. Vous replacez un asticot sur l'hameçon, le cœur battant un peu plus vite. Vous relancez avec précision, au même endroit. Et là, l'attente commence. 1 minute, 2 minutes, 5. Le flotteur reste immobile. Vous vous dites, c'est normal, il faut leur laisser le temps de revenir. 10 minutes passent, toujours rien. Le doute s'installe. Avez-vous fait un mouvement brusque? Le bruit du poisson dans la bourriche a-t-il tout effrayé? Vous commencez à scanner les alentours, à chercher une explication. Le soleil qui perce les nuages? Le vent qui se lève? C'est le début de la phase de questionnement, cette spirale de doute qui ronge le pêcheur. On passe du statut de chasseur confiant à celui de spectateur impuissant. Et c'est là que la première erreur de jugement est commise. Bloc 3. La fausse piste du bruit. L'explication la plus courante, celle qu'on entend partout, c'est le bruit. Tu as fait trop de bruit en arrivant. Tu as fait tomber quelque chose. Tu parles trop fort. Alors, oui, un gros bruit soudain, comme un seau qui tombe sur un ponton en bois, va évidemment faire fuir les poissons à proximité immédiate. C'est un choc, une vibration anormale et violente. Mais soyons honnêtes, la plupart des bruits que nous faisons, marcher sur la berge, ouvrir une boîte, même tousser, sont des bruits qui ne sont pas si étrangers à l'environnement aquatique. Le monde extérieur est bruyant, des branches tombent, des animaux viennent boire. Les poissons y sont habitués. Le vrai problème n'est pas le bruit en lui-même, mais la nature de ce bruit et, surtout, ce qui l'accompagne. Penser que le silence total est la solution est une erreur fondamentale. Bloc 4. Le vrai coupable, la signature du prédateur. Maintenant, oublions le son un instant.
Concentrons-nous sur ce que le poisson perçoit. Un poisson est une machine à détecter les menaces. Sa ligne latérale est un sonar ultrasensible qui capte la moindre vibration dans l'eau. Quand vous marchez sur la berge, vous envoyez des ondes de pression dans le sol, qui se transmettent à l'eau. Ce ne sont pas des sons, ce sont des vibrations. Et un poisson sait faire la différence entre la vibration d'un ragondin qui se met à l'eau et celle, plus saccadée, plus lourde, d'un bipède qui s'installe. Votre installation, même silencieuse, diffuse une signature vibratoire. C'est cette signature qui met les poissons les plus proches en état d'alerte. Les premiers, les plus téméraires ou affamés, peuvent quand même mordre. Mais l'alerte a été donnée. Bloc 5. L'ombre de la menace. En plus des vibrations, il y a la menace visuelle. Votre silhouette qui se découpe sur le ciel. Votre ombre qui se projette sur l'eau. L'ombre de votre canne qui balaie la surface à chaque lancer. Pour un poisson, toute grande masse sombre qui bouge au-dessus de lui est un danger potentiel. C'est un réflexe de survie ancestral. Le héron, le cormoran, le balbuzard, tous les prédateurs attaquent par le haut. En vous tenant debout, en gesticulant, vous reproduisez ce schéma. Vous êtes le grand oiseau menaçant. Les poissons ne vous voient peut-être pas clairement, mais ils perçoivent cette masse, ce mouvement. C'est une deuxième couche de stress qui s'ajoute aux vibrations. Le poste devient progressivement une zone à risque pour eux. Bloc 6. Le poisson espion. Voilà le point crucial. Le premier ou les deux premiers poissons que vous attrapez ne sont pas juste des victimes, ce sont des informateurs. Quand vous ferrez un poisson, il panique, c'est normal. Ce combat, aussi court soit-il, est un événement extrêmement violent et stressant pour lui. Il se débat frénétiquement. Ses mouvements erratiques et désespérés sont un signal d'alarme surpuissant pour tous les autres poissons aux alentours. Ils ne se disent pas « Tiens, Jean-Pierre s'est fait prendre ». Ils perçoivent une détresse absolue, une attaque de prédateurs en cours. C'est un signal bien plus fort que le bruit de vos pas. C'est la preuve irréfutable qu'un danger mortel est présent sur le coup. Bloc 7. Le signal chimique de la peur. Et ce n'est pas tout. En plus des signaux visuels et vibratoires du combat, il y a la chimie. De nombreuses espèces de poissons, notamment les cyprinidés comme le gardon ou la brème, libèrent des phéromones d'alarme quand ils sont blessés ou stressés. C'est une substance chimique, une sorte de parfum de la peur, qui se diffuse dans l'eau. Quand les autres poissons détectent cette substance, leur instinct leur crie de fuir immédiatement. C'est un mécanisme de défense du banc. Le sacrifice d'un individu permet de sauver le groupe. Donc, en attrapant votre premier poisson, vous avez sans le savoir déclenché une alarme chimique qui dit à tous les autres « Danger, partez d'ici ». Bloc 8. La combinaison fatale. Reprenons. En 15 minutes, qu'avez-vous fait? 1. Vous avez émis des vibrations de prédateurs en vous installant. 2. Vous avez projeté une ombre menaçante. 3. Vous avez provoqué la panique visible d'un de leurs congénères. 4. Ce même congénère a probablement libéré un signal chimique de danger. Vous comprenez maintenant? Ce n'est pas une seule chose. C'est l'accumulation de tous ces signaux qui transforment votre poste en zone interdite. Le poisson ne se dit pas « je ne vais plus mordre ». Il se dit « je dois fuir cet endroit pour survivre ». La fête est terminée, non pas parce qu'ils ne sont plus là, mais parce qu'ils sont en mode survie, cachés et méfiants. Bloc 9. Alors, pourquoi les premières touches? C'est une bonne question. Si vous êtes si menaçant, pourquoi avez-vous eu des touches au début? Il y a plusieurs raisons. D'abord, l'effet de surprise. Les poissons qui étaient déjà sur le poste n'ont pas immédiatement associé votre arrivée à un danger mortel. Ensuite, la compétition alimentaire. Le petit groupe de poissons présents pouvait être en compétition pour la nourriture, et les plus audacieux ou les plus affamés ont mordu avant que les signaux d'alarme ne soient pleinement diffusés. Pensez-y comme à une gazelle qui broute. Elle peut lever la tête si elle entend un bruit, mais ne s'enfuira que lorsqu'elle verra le lion charger ou sentira la panique du troupeau. Ses premières touches, c'est avant que le lion ne charge. Bloc 10. L'erreur de l'immobilité. Face au silence, que fait le pêcheur moyen? Il ne bouge plus, il devient une statue, pensant que l'immobilité va rassurer le poisson. C'est une autre erreur contre-intuitive. Dans la nature, qu'est-ce qui est immobile juste avant d'attaquer? Un prédateur. Le héron est immobile. Le brochet est immobile. Le chat est immobile. L'immobilité totale, après une phase d'activité, est suspecte.
Elle signifie une concentration, une attente. Vous ne rassurez pas le poisson, vous confirmez simplement que vous êtes en mode chasse. Vous passez du statut de perturbation bruyante à celui de menace silencieuse et focalisée. C'est encore pire. Le poisson se méfie de ce calme soudain et tendu. Bloc 11. Quelle est la solution alors? Le bruit contrôlé. La clé n'est pas le silence, mais la banalisation de votre présence. Vous devez faire comprendre au poisson que vous faites partie du décor et que vous n'êtes pas une menace directe. Comment? En créant une activité régulière, prévisible et surtout non agressive. Une activité associée à la nourriture. C'est là que la stratégie d'amorçage prend tout son sens. Il ne s'agit pas de jeter un énorme paquet de nourriture au début et d'attendre. Il s'agit de créer un rythme, un rappel constant, une petite boule d'amorce toutes les 5 ou 10 minutes, un petit nuage qui se diffuse, un son régulier, ploc, 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 que les poissons vont finir par associer à l'arrivée de nourriture et non à un danger. Bloc 12. L'amorçage de rappel, une distraction psychologique. Ce rappel constant a un double effet. D'abord, il maintient un apport de nourriture qui garde les poissons intéressés et en compétition. Mais surtout, il couvre vos autres signaux. Le petit ploc régulier de la boulette d'amorce devient le son dominant. Les vibrations de vos pas sont masquées par cette activité familière. Les poissons se concentrent sur cette source de nourriture. Vous détournez leur attention de votre présence menaçante. Vous changez votre statut de prédateur à celui de distributeur de nourriture. C'est un changement psychologique énorme pour le poisson. L'environnement redevient sûr car l'activité est liée à une opportunité et non à un danger. Bloc 13. Changez le rythme après la première prise. Voici une astuce concrète. Dès que vous avez mis votre premier poisson dans la bourriche, vous savez que les signaux d'alarme ont été émis. Ne restez pas immobile à attendre que ça passe. C'est le moment de relancer la machine. Envoyez immédiatement 2 ou 3 petites boulettes de rappel sur votre cou. Pas des grosses boules, juste de quoi recréer un nuage attractif et un son familier. Vous montrez aux autres poissons que, malgré la panique de leurs copains, la source de nourriture est toujours active. Vous leur donnez une raison de rester, une raison plus forte que leur peur. Il faut couvrir le signal de danger par un signal d'opportunité. Bloc 14. La gestion du poste. Devenez partie du paysage. Pensez à votre poste de pêche comme à votre salon. Vous ne vous installez pas pour rester immobile dans un coin. Vous vivez dedans. Faites de même au bord de l'eau. Au lieu de vous cacher, intégrez-vous. Installez-vous confortablement. Évitez les mouvements brusques et les silhouettes qui se découpent sur le ciel. Oui, asseyez-vous. Mettez-vous de profil si possible. Mais ensuite, créez une routine. Votre amorçage de rappel, le geste calme pour changer lèche, le lancer souple. Après un certain temps, cette routine deviendra un bruit de fond pour la faune aquatique. Vous ne serez plus l'intrus, mais une partie de l'ambiance sonore et visuelle du lieu. Bloc 15. Un exemple vécu. Je me souviens d'une partie de pêche avec un vieil ami. J'étais là, à essayer d'être le plus silencieux possible, et les touches s'étaient arrêtées net. Lui, à côté, n'arrêtait pas de bouger. Il ajustait son siège, touillait son amorce, et surtout, il jetait une toute petite pincée d'asticot toutes les 5 minutes, toujours au même endroit. Ça faisait un petit pshhh à la surface. Au bout de 30 minutes, alors que je n'avais plus une touche, il a commencé à sortir poisson sur poisson. Son activité constante et rythmée avait rassuré et regroupé le poisson, alors que mon silence suspect avait créé une zone morte. Cette journée-là, j'ai compris que j'avais tout fait à l'envers pendant des années. Bloc 16. Le mythe de l'amorçage massif initial. Beaucoup de pêcheurs pensent qu'il faut créer un tapis d'amorce au début pour attirer le poisson de loin et le garder. C'est logique en théorie, mais dans la pratique, c'est souvent contre-productif. Vous balancez 5 ou 6 grosses boules d'un coup. L'impact sur l'eau est énorme. C'est un signal d'alarme en soi. Ensuite, vous avez une grande quantité de nourriture au fond, et plus rien. Les poissons arrivent, mangent, et s'ils ne sont pas capturés immédiatement, ils peuvent se gaver et repartir. Ou alors, ils sont alertés par vos premières captures et associent ce garde-manger à un piège. L'amorçage de rappel, lui, maintient la curiosité et la compétition sans jamais les rassasier complètement. Bloc 17.
La discrétion, c'est la fluidité, pas l'immobilité. La vraie discrétion à la pêche, ce n'est pas de ne rien faire. C'est de faire les choses avec fluidité et naturel. Vos gestes doivent être lents, amples, sans à-coups. Quand vous lancez, ne fouettez pas l'air comme un forcené. Accompagnez votre ligne. Quand vous ferrez, que ce soit un mouvement sec mais contenu. Tout ce qui est saccadé, rapide, anguleux, est perçu comme agressif dans la nature. Un mouvement fluide et calme, même s'il est visible, est moins alarmant. Travaillez votre gestuelle pour qu'elle devienne une danse lente et non un combat. C'est cette harmonie avec l'environnement qui fera la plus grande différence. Bloc 18. La psychologie inversée, le bruit attractif. On peut même pousser le bouchon plus loin. Certains bruits peuvent être attractifs. Le bruit d'asticot qui tombe dans l'eau, on en a parlé, mais aussi le bruit de l'amorce que vous mélangez dans votre seau. Le bruit de votre bourriche qui bouge légèrement dans l'eau. Si ces bruits sont associés dans le temps à l'arrivée de nourriture, les poissons peuvent finir par les interpréter comme un signal positif. C'est le principe du conditionnement, comme le chien de Pavlov. Son de cloche égale nourriture. Bruit du pêcheur qui prépare son rappel égale nourriture. Vous piratez leur système d'alarme pour en faire un système d'attraction. Bloc 19. Votre plan d'action pour la prochaine session. Alors, concrètement, que faire la prochaine fois? 1. En arrivant, posez votre matériel en douceur, mais ne stressez pas pour chaque petit bruit. 2. Préparez un amorçage de départ léger, 2 ou 3 boules de la taille d'une mandarine, pas plus. 3. Commencez à pêcher. Si vous avez une touche rapidement, super. Après avoir mis le poisson au sec, lancez immédiatement une petite boulette de rappel. 4. Instaurez un rythme. Toutes les 10 minutes, que vous ayez une touche ou non, envoyez une petite boulette de rappel. Soyez régulier. 5. Bougez calmement. N'ayez pas peur d'ajuster votre position, de boire votre café. Devenez une présence constante et non menaçante. Bloc 20. Le résultat, une pêche durable. En appliquant cette stratégie, vous n'aurez peut-être pas 3 touches dans les 5 premières minutes. Parfois si, mais ce n'est pas le but. Le but est d'avoir des touches régulières tout au long de votre session. Après 30 ou 45 minutes, les poissons se seront habitués à votre rythme. Ils auront compris que le ploc de l'amorce est une promesse de nourriture. La méfiance initiale laissera place à une confiance conditionnée. Vos touches seront peut-être plus espacées au début, mais elles ne s'arrêteront pas. Vous construisez la confiance du poisson sur votre coup, au lieu de la détruire dès votre arrivée. Et c'est ça, la différence entre un coup de chance et une vraie stratégie de pêche. Pour résumer, cette fameuse panne des 15 minutes n'est pas une fatalité. C'est le résultat d'une accumulation de signaux négatifs que nous envoyons sans le vouloir. Vibrations de prédateurs, ombres menaçantes et surtout, les signaux de panique du premier poisson capturé. Le coup de théâtre, le vrai retournement de situation, c'est de comprendre que la solution n'est pas le silence absolu, qui est tout aussi suspect, mais une activité contrôlée et rythmée. L'amorçage de rappel régulier n'est pas juste là pour nourrir. Il est là pour rassurer, pour masquer les signaux de danger et pour transformer votre présence de prédateur en celle de pourvoyeur. C'est un changement complet de paradigme. Vous ne subissez plus la méfiance du poisson, vous la gérez, vous la conditionnez. Ça peut réellement transformer vos parties de pêche. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette approche vous a surpris ou vous a appris quelque chose, mettez un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines stratégies qui vont à l'encontre des idées reçues. Et maintenant, j'ai une question pour vous, et soyez honnête. Quelle est la plus grosse erreur que vous pensez avoir faite et qui a ruiné une de vos sessions de pêche? Racontez-moi ça dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire.